Une limousine face au centre culturel Jean-Baptiste Moquet et en présence de la reine-mère d'Enzima Kotoko, le cinéma à l'honneur dans la cité insulaire. Grand Bassam est choisi pour l'ouverture du Festival international du film des Lagunes, 5e édition. Le combat, c'est toujours remettre le cinéma dans le cœur des Ivoiriens. On a beau construire les salles, si on n'a pas de public, ça ne sert à rien. Donc depuis 5 ans, nous faisons ce travail pour aller vers le public, pour les ramener, pour les réconcilier avec le cinéma. Réconcilier le public avec le cinéma en salle, l'accent est mis sur les projections jeunes publics en adéquation avec le thème jeunesse et créativité. 23 films sur 25 projetés sont en compétition cette année. Et pour marquer le coup, sans regret, du jeune réalisateur ivoirien Jacques Trabi est le film projeté ce soir. Il plaît au public. Mais j'ai vu, à quoi je sers dans cette maison? On parle d'un monsieur qui travaille mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est difficile. Cinéma de proximité pour susciter l'engouement. Un 7e art qui devrait de plus en plus s'affirmer. Le cinéma, ça inspire chacun de nous à pouvoir s'orienter dans la vie et prendre certaines dispositions pour le bien-être de tous, quoi. Quand on parle de développement d'un pays, il faut qu'on allie la culture. Nous croyons fermement au cinéma. Nous croyons que le cinéma est un secteur pourvoyeur de devises. Le Festilag, c'est aussi la formation et le financement de projets de jeunes acteurs. Plusieurs communes et villes seront sillonnées. L'apothéose, c'est ce samedi 19 novembre où sera décerné le Grand Prix des Lagunes. Le lundi de la Bissa est consacré à la jeunesse Nzima. Ils sont venus des villages Nzima, des quartiers de Grand Bassam, des localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Membres de plusieurs associations de jeunesse, les représentants se sont retrouvés au Palais Royal après 1 an d'activité pour faire le point. Comme cette journée est dénommée la journée de la jeunesse Nzima, on se rassemble et on va quand même prouver à nos doyens aussi qu'ils sont passés là. Nous aussi nous sommes après eux, qu'on peut faire comme eux aussi. À côté, les enfants Konyele Menda, ou si vous voulez, les tout petits. Ils sont en formation pour pérenniser la Bissa. Parmi eux, des batteurs, des chansonniers et des danseurs. Le thème retenu pour la journée de lundi, une société sans calamité, gage de l'épanouissement de la jeunesse. Une jeunesse consciente de sa responsabilité pour la survie du peuple Nzima. Tour à tour et par famille, les jeunes vont danser la Bissa. Les représentants d'Emvaville, Maflé, Adaolin, Azanoulé, Ndjouafo, Alomba et Ezolé vont danser les 3 rythmes de la Bissa avant de se retirer. Du plus petit au plus grand. C'est par cet ordre que la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a procédé au dépistage des pensionnaires de la pouponnière de Yopougon. L'opération est un soutien à l'Institut de cardiologie pour la promotion de la santé du cœur en Côte d'Ivoire. L'objectif est de sensibiliser la population sur les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire un dépistage gratuit et faire un éveil de conscience à la population que la maladie existe. C'est un tueur silencieux. Kwaku Herman, médecin à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, nous explique les différents processus de dépistage des pathologies cardiovasculaires chez les enfants. D'abord, la première étape, c'est la prise des constantes hémodynamiques au niveau des enfants, c'est-à-dire le poids, la taille, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Et après cela, les enfants sont acheminés vers les médecins qui vont procéder à un examen physique de l'enfant. Et le temps essentiel de cet examen, c'est l'auscultation cardiaque. À l'auscultation, nous recherchons des bruits anormaux qui pourront nous faire penser ou suspecter l'existence d'une maladie cardiaque chez cet enfant-là. La directrice de la pouponnière de Yopougon-Atier se réjouit de l'acte posé par la fondation. Nous disons merci à la fondation ICA pour cette très belle initiative de dépistage au niveau de nos poupons.
Cela va nous permettre de savoir s'il y a des anomalies au niveau des enfants et de pouvoir y remédier très tôt. Au total, environ 500 enfants ont été dépistés pendant cette journée. En Côte d'Ivoire, sur 3000 naissances annuelles, 2700 bébés sont atteints de complications du cœur. Dix jours après sa défaite face à Donald Trump, Hillary Clinton sort du silence. Sa première apparition ne se situe pas dans le cadre politique. Hillary Clinton était plutôt l'invitée d'une soirée de charité consacrée à la cause des enfants. Pour l'accueillir, un petit groupe de supporters. Dans son discours, la candidate malheureuse de la présidentielle du 8 novembre n'a pas manqué d'exprimer sa déception. En revanche, elle a exhorté ses partisans à rester mobilisés. Je sais que beaucoup d'entre vous sont profondément déçus des résultats de l'élection. Je le suis aussi. Je sais qu'au cours de la dernière semaine, beaucoup de gens se sont demandé si l'Amérique était le pays que nous pensions être. Les divisions mises à nu par cette élection sont profondes, mais s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci. L'Amérique en vaut la peine. Nos enfants en valent la peine. Croyez dans notre pays, luttez pour nos valeurs et n'abandonnez jamais. Donnée favorite à l'élection présidentielle aux États-Unis, Hillary Clinton avait perdu le soutien des grands électeurs. Donald Trump avait remporté 306 votes contre 232 pour Hillary Clinton. En ce qui concerne le vote populaire provisoire, le résultat du mardi 15 novembre donnait une avance d'au moins 780 000 voix, soit 61,32 millions de votes contre 60,54 millions de votes pour Donald Trump. Pour connaître les chiffres définitifs, il faudra attendre 2017 après le rapport publié par la Commission fédérale des élections. Pour l'heure, la candidate déchue tente d'oublier sa défaite. Elle a visiblement l'intention de poursuivre son combat politique. À côté du grand musée d'Auschwitz-Birkenau, des passionnés d'une petite fondation se consacrent aussi à un travail de mémoire. Il y a 70 ans, cette cabane abritait le dispensaire du camp de concentration. Des prisonniers y mouraient les uns après les autres. Ces collectionneurs sont venus y chercher des objets témoins du passé. Une fois vidée, la cabane sera démontée, planche par planche, pour être préservée elle aussi. Ce sont des assiettes provenant d'un service de vaisselle de la cantine des SS. La cantine des SS était près d'ici, et derrière nous, à 200 mètres, il y avait le camp de Birkenau. Quand les habitants d'ici sont revenus après la guerre, ils n'avaient strictement rien, et ils utilisaient cette vaisselle. La journée n'est pas finie. Il faut encore récupérer dans un club de foot du village voisin un rouleau en béton. Ces dernières années, il servait à aplatir la pelouse, mais à l'époque de l'Holocauste, des prisonniers mouraient écrasés en construisant les routes du camp. Notre but, c'est de trouver toutes sortes de souvenirs. Chaque objet compte pour nous, que ce soit de tout petits objets, comme un bouton d'une blouse de prisonnier, ou des éléments plus grands, comme des baraques entières du camp. On essaie de tout préserver. Tous ces objets viennent enrichir le petit musée de la Fondation à l'image de ce jouet en porcelaine ayant appartenu à un enfant tué à Auschwitz, ou de ce minuscule sabot sculpté dans un bout de bois. À l'instar du musée d'Auschwitz-Birkenau, la petite fondation cherche à préserver un maximum d'objets. Un travail de mémoire important qu'elle effectue bénévolement. Le 17 novembre 1558 monte sur le trône d'Angleterre Élisabeth, âgée de 25 ans. Elle est la fille du roi Henri VIII Tudor. Élisabeth succède à son demi-frère Édouard VI et à sa demi-sœur Marie Tudor, surnommée Marie la Sanglante pour avoir longtemps persécuté les protestants. La nouvelle reine se révélera le plus grand souverain jamais eu par l'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Comment? Elle installe prudemment le rite anglican qui fait du souverain le chef de l'Église d'Angleterre, mais elle va surtout bâtir la puissance maritime et commerciale de son pays. Sous son règne, Londres dame le pion à Amsterdam et Anvers, port belge, par son dynamisme commercial. Les marins anglais se lancent à la conquête des mers. Sir Francis Drake, Magellan et Del Cano font le tour du monde. L'État de Virginie est baptisé en l'honneur de la Reine Vierge. Notons que la reine Élisabeth restera célibataire durant son règne. Le siècle élisabétain sera avant tout celui de Shakespeare qui s'inspira de la vie colorée de la cour de la reine pour donner sens à sa plume. En prévision de sa mort, qui survient
En 1603, Élisabeth désigne le roi d'Écosse Jacques VI pour lui succéder. Fils de Marie Stuart, il monte sur le trône anglais sous le nom de Jacques Ier Stuart.